pour le retour de cette nouvelle saison de radio. Il sera avec nous encore une fois. Le rendez-vous est fixé. Frédéric Bérard, bonjour. Salut! J'aurais aimé ça dire est-ce qu'il s'est reposé pendant l'été, mais lorsqu'on le connaît, lorsqu'on le suit sur les médias sociaux, la réponse c'est non. Ben quoi, qu'il a réussi à profiter de quelques semaines de vacances, mais en pleine forme pour repartir une nouvelle saison? Ah oui, tu peux être sûr, j'ai la tête pleine d'idées à part ça. Alors, on va partir ça en force. On va aborder un sujet qui fait la manchette ici, même au provincial, avec les déboires judiciaires de la mairesse Julie Dufour, qui a été reconnue coupable sur un chef d'accusation, des accusations de fraude par rapport au DGEQ pour les élections. Et elle porte ce verdict de culpabilité en appel. C'est quoi un peu les critères? Donc, juste nous rappeler un peu le processus que des avocats suivent lorsqu'ils décident de se tourner vers une cour d'appel. Ben, en fait, ici, c'est un peu spécial, hein? C'est particulier parce que ce sera la Cour supérieure qui va agir comme tribunal d'appel, ce qui est une exception, mais ça ne change rien sur le fond. Dans l'optique où un appel, c'est quoi essentiellement? C'est que le juge, ici en Cour supérieure, ou les juges de la Cour d'appel, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la décision qui a été rendue en première instance. Ceci dit, ils vont pas reconvoquer des témoins. Vous avez pas à témoigner, donc, par définition, devant une cour d'appel, que ce soit la Cour supérieure ou la Cour d'appel elle-même. Par exemple, il n'y a pas d'experts qui débarquent là non plus. Ce sont seulement des avocats qui disent, ben regardez, nous sommes d'avis que la Cour de première instance a commis des erreurs, par exemple, de droit, habituellement c'est ça, ou parfois des erreurs de fait dans l'appréciation de la preuve, ou parfois ce qu'on appelle des questions mixtes, c'est-à-dire et du droit et des faits qui sont mélangés essentiellement. Quand c'est seulement une question de fait, donc une question de preuve, Frédéric, c'est difficile de remporter son appel. Pourquoi? Ben parce que, évidemment, c'est la juge de première instance qui a évalué la crédibilité des témoins. Donc, les juges en appel regardent ça et il y a une certaine déférence, hein, si je peux dire, face à l'appréciation que la juge de première instance a pu avoir. Ceci dit, sur les questions de droit, ça, c'est habituellement plus facile. Hein? Pourquoi? Mais parce que d'ordinaire, c'est un petit peu plus théorique. Même chose pour la question mixte de fait et droit. Donc, tout ça pour dire qu'ici, dans le cas de votre mairesse, la question est très intéressante. Je me suis penché sur le dossier un peu, puis énormément, c'est une question de preuves très essentiellement, à savoir, est-ce que celui qui s'est plaint s'est mélangé dans les dates, pourquoi il a fait ça 12 ans plus tard, c'était pas très précis, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ce sera facile pour la mairesse de remporter tout ça en appel? Je suis pas certain, compte tenu du fait qu'il s'agit essentiellement de la preuve, mais reste qu'il y a quand même, je pense, une possibilité raisonnable. Lorsqu'on prend cette voie, Frédéric Bérard, est-ce que c'est automatique? Lorsqu'on dépose le dossier, est-ce qu'il se rendra en appel ou il y aura une évaluation pour savoir si on va de l'avant? Ben, ça, tout dépend, hein, parce qu'habituellement, il y a ce qu'on appelle des appels de plein droit. Hein. Si vous êtes accusé de meurtre, ben, évidemment qu'on va accepter immédiatement de vous entendre. La Cour n'a pas de discrétion là-dessus. Sur d'autres cas qui sont probablement moins graves, moins importants, il y a souvent ce qu'on appelle une permission d'en appeler. Et quand on parle de la Cour suprême du Canada, qui est le tribunal d'appel par excellence, hein, c'est la dernière cour au Canada. Là, habituellement, ça prend une permission d'en appeler. Pourquoi? Mais parce que la Cour suprême en a plein les bottes, évidemment, là, puisqu'elle entend les appels à travers le pays. Dernière chose là-dessus, Frédéric Bérard, j'avais une phrase qui m'avait fait rire. J'avais déjà lu quelque part que, en fait, la plupart des avocats sont des mauvais perdants. Donc, ils n'acceptent jamais une décision d'un juge. Alors, je me demande, est-ce que c'est un réflexe normal? On a l'impression que les avocats veulent toujours porter une décision en appel, ou presque toujours. Oui, ça, je dois dire que les avocats, nous sommes très majoritairement de très mauvais perdants. Et c'est une tendance qui est un peu lourde, hein? C'est toujours la faute du juge, c'est jamais la faute de l'avocat lui-même. Ceci dit, évidemment, je suis avocat moi-même, j'en ai perdu moi-même, puis j'ai souvent ce réflexe-là de penser que le juge n'a rien compris. Sauf que on s'entend bien que nos juges, habituellement, au Québec, au Canada, sont de bons juges qui s'y connaissent. Et puis pour le reste, oui, l'idée d'aller en appel, ceci dit, c'est un droit hein, qui est prévu. Bon, parfois, ce sont des appels de plein droit, comme j'expliquais. Parfois, ce sont des permissions d'en appeler qui doivent être invoquées. Mais reste que d'aller au bout d'un processus, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait légitime. Et je le répète, dans le cas de la mairesse, moi, je ne serais pas surpris qu'elle soit acquittée en appel compte tenu de ce que j'ai vu.
Un autre sujet qui s'est ajouté, qui n'était pas prévu dans notre menu, mais j'ai tout de suite pensé à toi. On apprenait ce matin que le comité mandaté par le gouvernement du Québec pour renforcer ce qu'on appelle l'arsenal pro-laïcité au Québec, ça c'est les termes de l'article de la presse, recommande d'étendre l'interdiction des signes religieux aux garderies. Bon, tous les dossiers de laïcité, tu les suis attentivement, tu es impliqué dans certains. Là, est-ce qu'on doit se préparer à revivre le même film, encore une fois, d'entendre parler de laïcité, de ce qui se passe dans nos écoles, et là, on parle des garderies. Comment tu vois ce dossier? Bon, ben écoute, à première vue, les deux co-auteurs du rapport, là, Rousseau et Pelchat, sont les avocats du mouvement laïque québécois, les avocats pour le droit des femmes qui vont en Cour suprême. Ce sont les amis du gouvernement du Québec là-dessus, là, les alliés. Alors, la crédibilité de ce rapport-là, moi, honnêtement, j'ai des gros doutes, là, très franchement. Là. Ils émettent un rapport avant d'aller plaider la question. Il y a un conflit d'intérêt potentiel là-dedans. Là. C'est un petit peu curieux, tout ça, mais bon, en tout cas, bref. Au-delà de ça, qu'on discute de laïcité, moi, je sais pas pour toi, là, j'ai comme l'impression qu'on a fait le tour, en fait, essentiellement. Puis ce qui est amusant, c'est deux choses ici. C'est que l'avocate Pelchat est allée dire, ben, vous savez, faut enlever les signes religieux dans les garderies parce que là, il y a plein de cas, puis c'est épouvantable, puis c'est ça. Mais la réalité, c'est ça qui est bizarre, en fait, dans ce cas-ci, c'est que le rapport, de ce que j'ai compris, ne fait pas de lien entre le port d'un signe religieux et un manquement à la laïcité comme tel. Hein, si on prend, par exemple, l'exemple de l'école Bedford, ben, il y a personne qui avait des signes religieux là-dedans. Et l'exemple de Bedford est épouvantable. Ben, ce sont des professeurs qui ont décidé de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de forcer une religion, par exemple. Et ça, c'est déjà prévu par la loi sur l'instruction publique. Ces gens-là doivent se faire congédier dans des cas comme ça. En d'autres termes, il n'y a pas de lien entre le signe religieux et l'agissement qui est prohibé. Donc, déjà là, c'est un problème. On dit on va continuer d'enlever des signes religieux, même si on n'est pas capable de faire la preuve du problème. Et l'autre truc, ça a été dans un reportage où l'avocate est allée dire, ben, pour les prières de rue, c'est avec Alex Castonguay, non, on va pas interdire les prières de rue, là, parce que, ben, faudrait toutes les interdire, puis c'est compliqué. Par exemple, dans le quartier italien, il y a beaucoup de catholiques qui veulent faire des processions de foi, puis ainsi de suite. On veut pas leur interdire ça. Donc, en d'autres termes, c'était encore le fait qu'on vise l'islam et non pas les autres religions. Donc, le problème, c'est pas tant essentiellement, c'est pas tant la question de la laïcité pour ceux-là, c'est le fait qu'ils n'aiment pas l'islam et ce que ça représente, auquel cas ça devient de moins en moins subtil avec le temps. Puis moi, honnêtement, je te dirais que ça fait 15 ans qu'on joue dans ce film-là. Je suis un peu fatigué, là. Donc, est-ce qu'il y aura encore un autre remake, une autre version? Est-ce qu'on doit se préparer à ça là, pour les prochaines, ou dans les chroniques ou dans les reportages à venir, dans les lignes ouvertes aussi? Moi, je pense que oui, parce que le gouvernement Legault étant à plat dans les sondages, hein, on le voit, ça lève pas du tout. S'il y avait des élections demain matin, il se ramasserait avec 0 député selon certaines prédictions crédibles. Alors, il va essayer de rejouer dans le même film, nous refaire jouer dans le même film. Hein. Regardez, il y a de l'entrisme religieux, c'est dangereux, sont partout, sont en train de... Bon, et ainsi de suite. On connaît ce film-là. Hein. La loi 21 avait aidé le gouvernement Legault, on le sait, à se faire réélire lors de la dernière élection. Donc, ils vont essayer l'espèce de blockbuster d'Hollywood. Là, on est rendu probablement à Rocky 12. Là. On va voir si ça pogne autant que les 11 premiers. Parlant du gouvernement Legault, la commission Galland qui retient encore l'attention avec les témoignages depuis les derniers jours de ministres, Éric Caher, Geneviève Guilbeault. Le premier ministre devrait aussi donc être appelé à témoigner la semaine prochaine. On sait que c'est une commission. Donc, une commission, ça n'a pas donc de poids juridique. Il y aura un rapport qui sera remis. Mais on peut se demander toutes les révélations, tout ce qu'on entend, tous ces témoignages. Est-ce que ça pourrait, une fois que la commission sera terminée, peut-être avoir des conséquences et peut-être même des poursuites ou encore des conséquences judiciaires possibles? Ben, on a eu beaucoup de commissions au cours des dernières années, on s'en souvient, là, des commissions qui étaient encore plus problématiques d'un point de vue droit criminel, par exemple la commission Charbonneau à Québec, ou encore la commission Gomery à Ottawa, où là, il y avait des accusations de malversation, de fraude, tout ce que tu veux. Habituellement, ces commissions-là fonctionnent de la manière suivante, c'est qu'on accorde une certaine forme d'immunité à celui qui vient témoigner. En d'autres termes, ce que tu dis pendant ton témoignage devant le commissaire, la commissaire, ne sera pas retenu contre toi au criminel. Ceci dit, tu peux parier tout l'argent du monde qu'il y a des enquêteurs qui suivent ces commissions-là évidemment avec beaucoup d'attention. Et si la personne dit, ben oui, j'ai fraudé, bon, en faisant telle affaire, l'aveu comme tel ne peut pas être pris. Sauf que, imagine-toi donc que l'enquêteur, lui, va fouiller puis va essayer de trouver la preuve
d'une autre manière. Et s'il trouve la preuve d'une autre manière, là, évidemment, cette preuve-là peut être utilisée pour déposer des accusations de fraude, justement, là, dans ce cas-ci, contre M. X, contre Mme Y. Donc, dans le cas de SACLIC, de ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'est plutôt de l'incompétence pure, de la négligence. Mais si, éventuellement, on arrivait à savoir qu'il y en a un dans cette gang-là qui s'en est mis plein les poches, de manière illégale, évidemment. Techniquement, il serait protégé, donc, par la question de l'immunité dont je parlais, mais certainement qu'on trouvera une manière de le recoincer différemment. Terminons ces chroniques comme on le fait depuis les derniers mois avec, on va terminer en parlant de Donald Trump. C'est incontournable avec tout ce qui se passe. Il y a toujours de la matière. On rit, mais c'est pas drôle. C'est vrai avec tout ce qui se passe. Et tu documentes tout ça. Là, ce qui est intéressant, parce que oui, on a fait grand état du déploiement de la garde nationale à Washington. Nous, on regarde vraiment le côté spectaculaire. Mais en coulisses aussi, il y a aussi une bataille judiciaire. On pourrait dire que Donald Trump et son équipe sont très, très proactifs aussi sur le plan judiciaire actuellement. Sur la question de la garde nationale, oui. Ou encore même pour poursuivre d'anciens, on va dire, adversaires politiques ou judiciaires. Disons qu'il est assez belliqueux et il n'oublie personne, Donald Trump. Non, il y a Jack Smith qui avait fait le rapport en disant que Trump devrait aller en prison. Jack Smith, c'était le numéro 2 au ministère de la Justice, ni plus ni moins. Évidemment, là, on a lancé une enquête sur lui. Pendant qu'on se parle, j'ai vu ça ce matin, on vient de congédier des fonctionnaires qui ont remis en question certaines décisions de Trump. En ça, et techniquement, les fonctionnaires doivent être protégés. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le président surtout, évidemment. Là, autrement, on vit en dictature. La question de la garde nationale, comme par hasard, Trump vise Washington, on a visé Los Angeles. Là, on sait, c'est lui-même qui nous l'a dit, que cette même garde, là, pour ceux qui ne savent pas, la garde, ce sont des militaires de réserve, s'en va maintenant à Baltimore, à Chicago, peut-être à Oakland. C'est drôle, toutes des villes démocrates dans des États démocrates. Et pour le reste, Donald étant Donald, là, si tu veux quelques autres histoires, je peux t'en donner. Là. Le plus grand musée historique là, sur l'histoire des présidents aux États-Unis vient de recevoir la directive d'effacer tout commentaire négatif sur Trump, par exemple, les 2 procédures d'impeachment. J.D. Vance, son vice-président, siège au conseil d'administration de ce musée-là. Donald a signé un décret aussi pour vider les orphelinats aux États-Unis, des orphelinats qui hébergeaient des enfants d'immigrants. Ceux-ci sont maintenant envoyés dans des centres de détention. Tu sais, vider des orphelinats, j'imagine que c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi d'un point de vue environnemental? Tu sais qu'il y avait des satellites qui appartenaient à la NASA qui visaient à nous indiquer à quel point le réchauffement climatique est en train de faire des ravages, de quelle manière, et ainsi de suite. Trump les a fait retirer de l'espace, tout simplement. Donc, si on n'a pas de preuves, c'est bien parce que le réchauffement climatique n'existe pas, comprends-tu? Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais on ne veut pas nécessairement. On va prendre ça par petites bouchées. Là, je pense qu'avec... Allons-y tranquillement. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. On te retrouve une fois ou 2 semaines, donc on va se reparler au mois de septembre. Très réciproque. À bientôt. Bye-bye. Il y a 2 façons de nous écouter en direct, où que vous soyez. En instant.